C'est le projet d'un homme. Et on ne serait pas là aujourd'hui si Isaac Schneerson n'avait pas eu cette détermination et cette capacité d'anticipation. Nous sommes quelques mois après la rafle du Veldiv, quelques mois après l'année 42, qui a été une année noire. Il y avait un danger. D'abord, on avait déjà déporté environ 60 000 juifs et il fallait réagir. Isaac Schneerson réussit à réunir autour d'une même table des juifs immigrés et des juifs français. Ils ont tous compris qu'il se passe quelque chose de grave. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aucun n'était historien. Mais tous ont décidé de s'engager à fond dans cette mission. Et donc ils décident de créer un outil, une structure pour rassembler des archives en se disant qu'un jour la guerre se terminera et qu'un jour il faudra témoigner de ce qui s'est passé. Ils ont compris, eux, parce qu'ils étaient les mieux préparés à le comprendre, quel événement exceptionnel venait de se passer. On pourrait se méprendre et penser qu'il ne se passe rien à l'intérieur de cette maison lorsque l'on passe dans la rue, cette petite rue Geoffroy-Lanier, où on n'y vient pas par hasard. Il faut pousser la porte du mémorial pour voir ce bouillonnement. On voit tous ces enfants qui vont et viennent à l'intérieur du mémorial, on voit ces chercheurs qui sont en train de travailler, on voit ces enseignants qui sont en séminaire de formation, on peut y voir aussi des magistrats qui viennent assister à une journée de séminaire. Et je crois que le mémorial joue ce rôle de centre culturel. La mission du mémorial est entièrement dédiée à l'histoire de la Shoah. Il s'agit de préserver, transmettre et enseigner l'histoire de la Shoah. Il n'y a pas d'histoire sans archives. Quand on parle d'histoire, il faut pouvoir prouver, et les archives sont indispensables. Nous détenons aujourd'hui 40 millions de documents d'archives, 250 000 photos d'archives et 80 000 ouvrages et périodiques. Et depuis ces 10 dernières années, en effet, nous avons intensifié la collecte de documents d'archives, car nous sommes à un moment clé où on comprend bien que les archives serviront un jour de rempart lorsque tous les témoins directs de cette histoire auront disparu. Alors je vous ai apporté donc 2 documents qui me paraissent vraiment intéressants. Alors là, c'est une photocopie de la lettre que mon père a écrite alors que le camp d'Auschwitz vient d'être libéré par l'armée russe. Je peux enfin vous envoyer quelques mots pour vous apprendre que je vis. Chaque petit papier, chaque petit témoignage, aussi peu anodin qu'il puisse paraître, est quand même une preuve de plus. Ces documents sont essentiels pour que ces personnes, je dirais, ne meurent pas 2 fois. Hein. Une première fois à l'époque avec les persécutions et puis une deuxième fois maintenant par la disparition des documents. Ces gens auront une vie posthume. Il y a des millions de documents au mémorial et chaque document apporte une petite part de vérité. C'est comme une fresque. Et il faut que la fresque soit écrite. On peut prendre au hasard n'importe quelle personne. Et puis, au mémorial, on trouvera de quoi raconter sa vie, son parcours, jusqu'au moment où il a été arrêté et déporté. Notre quotidien, c'est de montrer qu'il y a une mosaïque de mémoire aujourd'hui en France, une mosaïque d'histoire, et que chacune d'elles est importante. À la fin de la guerre, il y a eu un silence, on n'en a pas parlé. Il faut un début de connaissance pour qu'il y ait curiosité.
Témoigner, pour moi, c'était une nécessité, c'était une obligation, c'était un devoir sacré pour les membres de ma famille qui avaient disparu, pour tous ceux que j'avais connus, pour les millions d'innocents qu'on a massacrés. À partir du moment où quelqu'un peut nous parler les yeux dans les yeux d'un événement qui s'est déroulé, l'événement n'est plus aussi lointain que cela. Ça nous paraît invraisemblable, incroyable. Et puis les couples, les chiens sont là, et c'est la terreur. Il est revenu, il nous a dit qu'il était heureux de vivre et que tout ce qu'il voulait, c'était rattraper le temps perdu. Je trouve ça assez formidable. Ce qui m'a surpris, c'était de voir quelqu'un qui était capable d'en parler avec vraiment aucun tabou, c'est-à-dire on pouvait poser les questions qu'on voulait, ça ne le dérangeait absolument pas. Il y a un déclic chez les élèves parce que pendant qu'on fait cours, ils sont habitués à nous voir en cours, ils sont habitués, en fait c'est un doux rendement, le prof fait son cours, on l'écoute, on fait ce qu'il demande, mais en réalité ici finalement ils n'ont pas la protection, finalement on fait tampon entre l'élève et l'histoire, tandis que quand l'élève est ici, il est face à quelque chose finalement qu'il doit vraiment accepter et qui est souvent un choc. Oui, quand on le voit en cours, c'est sous forme de textes, d'études de documents, tout ça. Et là, de le voir avec un guide et donc avec aussi quelqu'un qui a vraiment vécu, ça fait juste voir d'une autre façon en fait. Maintenant, c'est à nous de nous renseigner pour qu'après nos enfants et nos petits-enfants soient au courant et que plus jamais ça se reproduise. C'est important pour eux d'être un maillon en fait de la chaîne de la transmission. Et finalement, c'est un peu ce que l'institution cherche à faire à chaque fois, c'est-à-dire créer des rencontres entre les historiens qui encadrent les visites et les scolaires, apporter à chaque fois une touche d'humanité, mais aussi provoquer cette rencontre avec un sujet à travers une personne. On se rend compte ici que les gens ont envie de savoir. De plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de visiteurs. Enseigner, c'est enseigner à la jeunesse française, mais surtout parce que tout le monde ne peut pas venir au mémorial de la Shoah. Donc il faut s'attaquer d'abord aux multiplicateurs que sont les enseignants, la magistrature ou la police. Aujourd'hui, nous avons décidé de former un certain nombre d'acteurs clés de la société. Je participe aussi parfois à des formations ici pour la destination des enseignants au mémorial et je me rends compte que je connais une toute petite partie de cette période. Je ne la connais pas très bien, je la maîtrise pour l'enseigner à mes élèves, mais à chaque fois que je viens ici, quel que soit le cadre, j'apprends des choses. Nous leur proposons non pas une leçon de morale, nous leur proposons non pas un cri de désespoir, mais nous mettons ce matériau à leur disposition, ce matériau qu'est l'histoire de la Shoah. Ce qui est le plus important pour nous, c'est qu'ils s'approprient ce matériau, cette histoire, et qu'ils se posent les questions et qu'ils apportent les réponses eux-mêmes à ces questions à la lueur de ce que nous pouvons leur apporter ici. Nous nous sommes rendus compte, parce que nous avons été sollicités par d'autres gouvernements ou institutions en Europe, que finalement l'expertise que nous avions en matière de formation pouvait également être mise à profit pour d'autres pays. Et donc nous avons aujourd'hui une quinzaine d'accords dans toute l'Europe pour la formation des enseignants ou la circulation d'expositions. L'hommage aux victimes d'un génocide, elle ne peut pas avoir de frontières. Le mémorial travaille depuis toujours sur l'histoire de la Shoah. Ce qui est nouveau, c'est qu'en 2005, nous avons décidé de travailler sur l'ensemble des 3 génocides du XXe siècle, c'est-à-dire le génocide des Arméniens, la Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda. Des colloques sont organisés ici, des publications sont organisées. Le mémorial de la Shoah a participé à des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda et il a déjà organisé une expo sur le génocide des Tutsis. C'est une façon de montrer qu'il n'y a pas de concurrence des mémoires, que chaque victime a le droit au respect. C'est la raison pour laquelle cette direction qui a été prise est aujourd'hui indispensable. Je ne veux pas séparer l'humanité.
À partir de là, la mémoire d'un crime contre l'humanité nous incombe à tous. Drancy a eu un rôle central durant la Seconde Guerre mondiale. Drancy a été la plaque tournante de la déportation des Juifs de France. Nous nous trouvons actuellement au Mémorial de la Shoah à Drancy. C'est un bâtiment qui a été créé en septembre 2012. Face à l'ancien camp de la cité de la Muette, les convois partaient à destination principalement d'Auschwitz-Birkenau. Le site lui-même, moi je trouve, c'est l'au-delà d'une communauté. C'est l'humanité elle-même, c'est le cœur. Cette tache noire, sombre par rapport à l'Europe et la France, ça concerne tout le monde. La vie humaine était touchée. C'était mon devoir de connaître cette histoire, ça devient la mienne tant que je suis de cette ville, de cette nation. Ce lieu est encore là. Et forcément, c'est ce qu'il y a de frappant. Il n'a pas changé. C'est quasiment à l'identique de ce qu'il était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il y a quelque part un outil pour partager cette histoire et finalement pour expliquer que on peut avoir des opinions politiques divergentes, Tout à fait. mais être raciste ou antisémite n'aide aucune cause. Et c'est cela, en quelque sorte, le message que l'on partage. Comme je l'expliquais souvent, ça nous concerne. En tant qu'être humain, ça nous concerne aussi par rapport à notre avenir. Il nous appartient à défendre cette histoire et à défendre notre avenir. Le mémorial, pour moi, c'est la victoire de ceux qui ont été victimes du nazisme. Je dirais que c'est un lieu de vie, aussi paradoxalement que cela soit. C'est d'abord un lieu qui transmet de l'histoire, de la mémoire bien sûr, mais de l'histoire. C'est quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire une préservation d'une idée de la liberté et surtout d'une idée de la tolérance. C'est vraiment un endroit où on sent que les êtres que nous avons aimés, d'une certaine manière, vivent encore. C'est un lieu de partage, c'est un lieu de rencontre pour avoir un bouclier face au racisme et au antisémitisme. Il est évident qu'en enseignant l'histoire de la Shoah, indirectement, nous enseignons les méfaits de l'intolérance, du racisme, de l'antisémitisme, et nous sommes convaincus que quelque part, le travail que nous faisons peut servir à quelque chose dans un combat global contre l'intolérance. Comment vous dire, on a été des victimes, et puis il y a un combat qu'on a gagné, c'est que maintenant, on ne peut plus nier. On a des témoignages, on a des preuves, et quand on disparaîtra, les gens qui voudront savoir pourront savoir, et ça restera après nous.